Très ravie de faire visiter bientôt le quartier à toutes nos délégations étrangères parce que ce sujet du quartier qui mixte activité résidentielle et activité économique, c'est un sujet qu'on trouve partout dans le monde aujourd'hui et sur lesquels il y a beaucoup de demandes, d'échanges et cette idée notamment de travailler sur le microclimat, je trouve que c'est quelque chose d'assez original qu'on n'entend pas suffisamment. Merci beaucoup donc pour tout ça. Et maintenant, je vais passer la parole à Xavier Lemoine, donc qui connaît bien les universités. Il était déjà venu l'année dernière nous parler de son travail de terrain. Et là, on va continuer avec un sujet important puisqu'il y a beaucoup de chantiers de rénovation et de restructuration à Montfermeil dont il est le maire pour nous expliquer comment on arrive à solliciter et à faire qu'il y ait vraiment des travaux qui se fassent. Je vais vous parler effectivement du souhait que j'ai. Ma notice de présentation, j'ai dû la relire de manière très distraite. Je rajouterai juste que je suis vice-président exécutif de Paris Métropole et l'un des rapporteurs du groupe de travail sur la transition énergétique. D'autre part, je prends la précaution de dire que je parle d'un endroit qui n'est pas représentatif de l'ensemble de ce qu'est la France, mais rassurez-vous, nos problèmes, nous n'avons que 10 ans d'avance sur les autres. Et donc, voilà. Merci de me donner donc pour la troisième fois la parole lors de ces désormais incontournables universités d'été de la Fondation E5T. Merci à toute l'équipe de leur confiance et de leur initiative. Si antérieurement j'avais pu souligner dans mes propos la grande incertitude technique et juridique dans laquelle un élu local au niveau communal pouvait se trouver dès lors qu'il désirait s'intéresser à la transition énergétique, je peux témoigner que sur le plan technique, si nous bénéficierons toujours d'incessants progrès et de quelques nouveautés, l'extrême effervescence des années antérieures laisse la place à quelques technologies éprouvées, tout au moins suffisamment performantes, même si elles continueront d'évoluer, pour être néanmoins raisonnablement recommandées à nos concitoyens. Quant à l'instabilité juridique, de récentes lois sont venus apporter les orientations, les objectifs, les recommandations vers lesquelles les pouvoirs publics orienteront leurs efforts, leurs préconisations et les incitations financières et fiscales nécessaires à les rendre plus attractives. Mon propos n'est pas naïf au point de croire à un monde de la transition énergétique enfin figé, mais néanmoins plus facile à appréhender au niveau local et à en tirer des orientations stables et des actions politiquement concrètes. De surcroît, restons prudents, car l'instabilité géoénergétique, financière, économique, politique, culturelle extrême dans laquelle se trouve notre planète peut à tout moment renverser très brutalement tous les pronostics faits. La perspective, en fin d'année 2015, de la tenue de la COP 21 en France, et pour être encore plus précis, au Bourget, dans le département de la Seine-Saint-Denis, où se trouve la ville de Montfermeil, dont je suis maire, cette COP 21 nous a tous fort occupés durant cette troisième université d'été. Vous avez donc là les deux bouts de la chaîne, un événement mondial, planétaire, supranational, qui concerne 7,3 milliards d'habitants, et un élu, parmi d'autres, avec d'autres, qui se préoccupe de la transition énergétique pour 25 000 habitants, soit un 300 millième de la population mondiale. La COP 21, plutôt la transition énergétique, la COP 21 s'en occupe. Parfait. L'Europe s'en occupe. Parfait. La France s'en occupe. Parfait. La région s'en occupe. Parfait. Le département s'en occupe. Parfait. Les établissements publics de coopération intercommunaux s'en occupent. Parfait. Et la commune s'en occupe aussi. Parfait. Donc tout est parfait. Et donc tout va bien. Eh bien non. Car c'est, me semble-t-il, une vision exagérément top-down, j'ai bien apprécié le terme, et l'on a oublié la démarche bottom-up, où le principe de subsidiarité d'une part, l'encouragement et le soutien des initiatives locales d'autre part, sans compter la nécessité pour moi incontournable
de l'existence et du rôle irremplaçable d'un tiers de confiance, à ce jour le maire, encore le maire, qui ont été négligés, ce qui nuit considérablement à la sensibilisation, à la compréhension, à l'appropriation et au passage à l'acte de nos populations en faveur de la transition énergétique. Si une meilleure visibilité sur les plans techniques et juridiques est un acquis réel et récent, cet acquis pour produire tous ses effets bénéfiques doit être accompagné très rapidement d'une refonte audacieuse de la gouvernance de la transition énergétique au niveau national. Sans rentrer dans la multitude des actions qu'une collectivité locale, par elle-même, peut initier ou relayer dans le domaine de la transition énergétique, concentrons-nous sur l'habitat privé, et notamment le pavillonnaire, dont les graves dysfonctionnements sont certes moins médiatiques que ne l'ont été ceux des cités sensibles, mais qui représentent aujourd'hui les nouveaux territoires en souffrance, sous tension, et pour lesquels n'existe pas encore de procédure appropriée d'intervention. En effet, nous disposons en France de 2 agences nationales qui interviennent quasi exclusivement sur l'habitat collectif, qu'il soit social ou privé. Il s'agit de l'ANRU et de l'ANA. Or, le pavillonnaire représente 70% de l'habitat, et dont 50% construit avant les premières recommandations faites en conséquence du premier choc pétrolier. Les mutations du pavillonnaire auxquelles nous assistons sont la précarité, voire la fracture énergétique, la suroccupation avec son cortège de problèmes sociaux, notamment liés aux questions d'hygiène et de salubrité, la densification sauvage et l'exploitation par les pauvres eux-mêmes des plus pauvres et des plus vulnérables qu'eux. La logique du processus qui permet de passer du constat à la réalisation concrète des travaux nécessaires est longue et complexe. Pourquoi s'intéresser plus particulièrement aux pavillonnaires? En raison du fait, on l'a dit, grave déficit de 50% du parc en matière énergétique et des impacts sur les gaz à effet de serre. Nous le savons. Difficultés sociales protéiformes, indiquées peu avant, nous les découvrons petit à petit. De l'absence d'un marché spontané et porteur pour prendre en charge cette réalité. Vraie question. Parce que nous nous heurtons au droit de la propriété, très protecteur et peu incitatif à l'action. Parce que nous nous heurtons à un manque de sensibilisation précise et concrète des propriétaires sur l'exact état de leurs biens. Parce que nous nous heurtons à l'insolvabilité d'un très grand nombre de propriétaires, tout au moins tant qu'une ingénierie financière appropriée n'aura pas été inventée. Parce qu'à ce jour, n'a pas encore été suffisamment étudié les montages que le droit de l'urbanisme et ou la fiscalité des loyers pourraient, avec prudence et discernement, permettre de densifier habilement le pavillonnaire en utilisant les droits à construire et ou les loyers à la rénovation énergétique du bien principal. En un mot, commençant, c'est bien d'une gouvernance technique, juridique, financière et politique dont nous devons désormais nous doter pour inventer les nouveaux mécanismes appropriés à la mise en chantier réelle et non incantatoire de ces 500 000 pavillons rénovés par an. Et pour cela, l'impulsion ne pourra pas ne venir que du haut. Cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle ingénierie devra fournir aux élus locaux, voilà les élus de terrain, l'armature, les moyens de leur engagement au quotidien sur le terrain pour convaincre, accompagner, rassurer, inciter nos concitoyens en difficulté à pleinement pouvoir passer à l'acte. Il s'agit donc, à l'instar de l'Agence nationale du renouvellement urbain, créée par Jean-Louis Borloo, de créer le lieu, l'outil, la culture, où les besoins et enjeux locaux spécifiques à chacune de nos villes, de nos régions, de nos territoires, où la vision et la volonté locale en matière de transition énergétique rencontreront les moyens coordonnés des collectivités de rang supérieur, départements, régions, ceux de l'État, et bien évidemment en y intégrant tous les acteurs, techniques et autres, de la transition énergétique, puisque je dirais nous avons, nous, une mise à jour constante à faire au regard de tous les progrès
que vous toutes et vous tous continuez de faire dans vos recherches et dans vos applications. Nous sommes à 10 ans des émeutes de 2005. Le renouvellement urbain a substantiellement modifié la configuration et l'ambiance de nos quartiers. Gouverner, c'est prévoir. Créons vite ce qui nous permettra de retrouver collectivement une crédibilité en direction des populations qui sont dans ces tissus pavillonnaires, qui souffrent de plus en plus et qui sont de plus en plus à la dérive. Je vous remercie.